Enregistrement de ce webinaire. Parfait. Alors, attendez, il faut que j'aille. Il y a quelques personnes qui sont en salle d'attente. Voilà, on était 60 inscrits à peu près. On va sans doute être plutôt autour de 30-35 participants. Pour information de tous ordres, hein, collectivités, un bureau d'études, assembliers, quelques porteurs de projets aussi, et exploitants d'unités de méthanisation, des DDT. Voilà, ce webinaire-là est tout ouvert à l'ensemble de la filière régionale méthanisation et même au-delà de la filière régionale méthanisation. Nous avons parfois quelqu'un du Sénégal qui suit, par exemple, ces webinaires-là. De quoi on va parler aujourd'hui? Eh bien, tout d'abord, je donnerai la parole à l'ADEME, avec notamment M. Goua, directeur adjoint de l'ADEME, et Jacques Viard, référent méthanisation, qui vont notamment présenter les enjeux du tiers financement et le nouveau guide ADEME qui est paru à ce sujet-là. Ensuite, vous aurez la présentation d'un réseau de financement citoyen local, Oracle. C'était normalement Noémie Zambeau, ma collègue à l'agence Auvergne-Rhône-Alpes Énergie Environnement, qui devait intervenir, mais elle est malheureusement malade. Donc, on va se partager son intervention avec Suzanne Renard d'Énergie Partagée et moi-même. Après le réseau Oracle, vous aurez un temps d'échange et on passera ensuite à Mimosa, au fonds Mimosa avec Stanislas Béguin. Et ensuite, on terminera par une présentation du fonds d'investissement Énergie Partagée avec Suzanne Renard. Merci à vous tous d'avoir bien accepté de participer et de contribuer à ce webinaire par vos participations. Quelques mots sur qu'est-ce que le tiers financement pour cadrer, pour savoir de quoi on parle. Hein. Donc, c'est tout financement en fonds propres, quasi-fonds propres ou d'être, autre que les fonds propres apportés par les porteurs de projets initiaux, les subventions régionales ou nationales, la dette bancaire. Voilà, pour un petit peu cadrer ce qu'est le tiers financement. Alors là, ne prenez pas peur, nous n'allons pas passer ensemble chaque ligne de ce tableau, c'est simplement pour vous dire il peut y avoir du vocabulaire d'employé qui n'est pas forcément toujours simple hein, quand on n'est pas dans le milieu financier. Vous aurez dans le webinaire, dans le diaporama que je vais vous envoyer, l'ensemble des définitions des termes clés du monde de la finance. Et vous avez accès aussi à ce document à travers un petit doc Google. On va vous envoyer un lien. Voilà, Jacques, tu viens de l'envoyer, hein, je crois. Donc, merci à toi. Et vous pouvez cliquer sur le lien et normalement, vous verrez ces tableaux s'ouvrir aussi. Et donc, voilà, comme ça vous permet pendant le webinaire de chercher le terme que vous n'auriez pas compris lorsqu'il a été, si jamais il a été prononcé par nos participants. Eh bien, écoutez, merci à vous. Je laisse la place du coup à Monsieur Goua pour une introduction en lien avec ce webinaire. Merci à vous. Merci, Monsieur Goua. Merci beaucoup, Guillaume. Donc, je suis Emmanuel Goua, je suis directeur régional adjoint de l'ADEME. Je suis arrivé en juillet dernier dans cette belle agence. Certains d'entre vous m'ont peut-être déjà croisé sur avec d'autres casquettes et c'est un plaisir de vous retrouver ici. Je vais faire une intro très courte. Je ne serai pas avec vous pour tout le webinaire, mais je tenais à être avec vous au début pour marquer l'importance que revêt ce sujet de la méthanisation pour la direction régionale. Et l'importance aussi que revêtent les projets, particulièrement les projets participatifs ou citoyens. Vous avez dû voir passer dans les publications de l'ADEME hein, l'exercice prospectif Transition 2050 qui montre comment on peut atteindre la neutralité carbone en France d'ici à 2050, qui montre 4 chemins très différents. Donc, il y a des chemins très différents possibles, mais malgré leurs grandes différences, ces chemins ont aussi des fondamentaux, des incontournables. Et dans ces incontournables, il y a la méthanisation. Voilà, on ne peut pas atteindre la neutralité carbone en France sans développer plus fort qu'aujourd'hui la méthanisation. L'ordre de grandeur, c'est dans les scénarios, et c'est à peu près le même niveau dans les 4, c'est au niveau national, on doit faire 150 méthaniseurs par an de plus ou 3 TWh de capacité de production supplémentaire chaque année. Donc, c'est significatif et on a clairement besoin de booster cette filière. Ordre de grandeur aussi, c'est intéressant dans ce travail prospectif. Il y a beaucoup de rappels sur les potentiels. Le potentiel de biométhane en France, il est entre 130 à 180 TWh de production annuelle, suivant comment on regarde sur les différentes sources.
point d'actualité, vous l'avez forcément vu passer, le gaz qu'on importe de Russie, l'ordre de grandeur, c'est 100 TWh. Donc, c'est intéressant de voir qu'on, sur les filières renouvelables, on commence à être sur des ordres de grandeur qui sont supérieurs aux contraintes, à toutes les contraintes que nous apporte notre dépendance énergétique. On sait aussi que sur ces projets-là, on a, alors je vais mettre des gros guillemets, il paraît, des problèmes d'acceptabilité. Alors, nos sociologues à l'agence nous ont interdit d'utiliser ce terme d'acceptabilité ou nous ont fortement déconseillé de le faire, partant du principe qu'il n'y a pas des filières qui sont intrinsèquement acceptables ou d'autres qui ne le seraient pas. Il y a des bons projets, puis il y a des moins bons projets. Et c'est vraiment là-dessus que l'on souhaite travailler. Et parmi les critères qui font qu'un projet sera bon et sera bien vécu dans un territoire, il y a bien sûr son appropriation par les riverains, par les habitants, par les collectivités locales. Et clairement, mais on est tous convaincus là aujourd'hui, mais je tenais à le réaffirmer, les projets participatifs ou citoyens portés par les habitants, portés par les collectivités, on est convaincus que c'est vraiment un moyen de faire des bons projets qui soient bien intégrés dans les territoires. On souhaite, avec Franck Dumettre, le nouveau directeur régional qui est arrivé début janvier à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes, on souhaite que chaque projet de nouveau méthaniseur puisse faire l'objet, alors pas forcément d'un financement participatif aux citoyens, mais au moins que ce soit envisagé dans le cadre du développement de ce projet. C'est vraiment, ça nous paraît vraiment important que ce soit à minima envisagé. Et au niveau de l'ADEME, on est en mesure d'aider financièrement des études de préfiguration pour mettre en place pour les projets où ce sera pertinent du financement participatif aux citoyens. Voilà, c'est tout ce que je souhaitais partager avec vous ce matin et je laisse la parole à Jacques pour des informations plus concrètes. Merci. Il faut que tu ouvres ton micro, Jacques. Oui, là. Bonjour. Bonjour à tous et à tous. Merci Emmanuel, merci Guillaume. Voilà, en quelques mots, d'où venons-nous? On a eu une décennie dans notre région, mais en France, de développement de la méthanisation qui a été basée en partie sur des financements publics régionaux et de l'ADEME. Et avec la massification qu'on a observée à la fin des années récentes, eh bien, le ministère, l'État souhaite que de plus en plus il soit fait appel au tiers financement. C'est-à-dire que les subventions publiques sont un très bon outil en phase d'apprentissage, en phase d'expérimentation, d'innovation, mais quand la filière devient mature et de plus en plus mature, et c'est le cas, eh bien, il faut désormais qu'il y ait une place pour le financement privé. Alors, la plupart des projets disposent d'une base de financement bancaire, c'est très très clair, et ça, les différents organismes bancaires sont présents et interviennent très régulièrement. Et ce qu'on souhaite développer, comme indiqué par Guillaume, comme indiqué par mon collègue Emmanuel, eh bien, ce sont les autres possibilités de financement, et notamment le financement participatif, notamment le financement citoyen, et que cela représente de plus en plus une part assez notable du montage financier. Vous voyez sur la diapositive, on propose que le tiers financement vienne à hauteur de 5 à 15% du montage financier des projets de méthanisation. Et comme indiqué par Emmanuel, l'ADEME, mais également les autres partenaires régionaux d'Ambition Biogaz 2023 sont prêts à accompagner les porteurs de projets, être aux côtés, en réponse, en appui aux bureaux d'études, aux ensembliers, pour porter ce message-là auprès des personnes qui développent ces projets de méthanisation, et cela systématiquement. Ensuite, effectivement, il reviendra à l'étude de déterminer le montage bancaire définitif. Diapositive suivante, et on va arrêter là. Sachez qu'à l'échelle nationale, l'ADEME et GRDF ont produit un guide sur le financement de la méthanisation avec un accent très particulier sur le tiers financement. C'est un document librement diffusable, totalement diffusable. Il figure en ressources sur le site d'Ora2E, donc vous pouvez le télécharger.
Et si nécessaire, à la demande, vous nous le demandez, on vous l'envoie par mail. Et vraiment, n'hésitez pas à utiliser ce guide, à le faire connaître, sachant qu'il était à jour début 2021, donc il y a un an, et que forcément les informations peuvent toujours bouger. Donc, auquel cas derrière, il y a les sites internet et nous sommes là à titre de ressources pour donc approfondir, trouver les bonnes adresses et absolument vous appuyer. Voilà, merci. Merci à toi, Jacques. Je vais vous envoyer là dans le chat l'adresse du site internet auquel Jacques a fait allusion. Simplement avant de continuer, alors il faut savoir qu'on avait demandé à nos intervenants d'essayer de présenter bien sûr leur fond, de voir effectivement leurs modalités d'intervention, et puis éventuellement, s'ils le pouvaient, c'est pas si facile, hein, mais de travailler sur 2 cas types pour voir comment est-ce que sur ces cas types-là, ils interviendraient. Donc, voilà, je vous les présente et je vous les éventuellement remémorerai en fonction des présentations. Mais je crois qu'ils ont été repris dans les présentations. Ensuite, donc voilà, 2 cas types. Un cas type d'une unité autour de 100 normomètres cubes et puis un autre autour de 150 normomètres cubes heure en débit d'injection moyen. On est resté sur l'injection. Hein, c'est aujourd'hui la priorité de la filière aussi au vu des enjeux notamment actuels au niveau politique. Et donc, voilà, ils ont normalement fait l'exercice. Alors, on va passer tout de suite au réseau Oracle, à la présentation de réseau Oracle. Donc, je m'excuse, ce n'est pas Noémie Zambeau. Cela va d'abord être Suzanne Renard. Et vous allez voir que grâce à Suzanne, un certain nombre de termes vont peut-être vont s'éclaircir. On a intitulé ce webinaire Financement participatif et ou citoyen. C'est quoi la différence entre un financement participatif et un financement citoyen? Eh bien, écoutez, je vais laisser la parole à Suzanne qui va vous éclairer sur ce point dès maintenant. Allez, Suzanne, je te laisse ouvrir ton micro et présenter tout ça. Oui, donc globalement, bon, ça c'est un peu un schéma qu'on partage très largement pour dire qu'est-ce qu'on entend derrière le financement participatif ou derrière le financement citoyen. En fait, il y a 2 choses. Il y a le partage de la gouvernance, le partage du financement, et il y a aussi quel type d'acteurs rentrent dans le projet. Est-ce que c'est des collectivités ou est-ce que c'est des habitants et des personnes physiques? Donc globalement, là ce que proposait Noémie, c'est d'utiliser 4 configurations, de dire bon, il y a des projets privés classiques, des projets participatifs où en fait c'est de la dette qui vient financer en plus le projet, et cette dette-là, au lieu d'être levée vers des acteurs bancaires classiques, elle est levée également auprès d'habitants. Donc ça, je pense que ça peut être un exemple que présentera Mimosa notamment. Il y a des projets qui peuvent être des projets publics ou privés et publics, donc avec une forme de prise en compte de l'intérêt général grâce à la participation des collectivités. Donc, ça peut être soit des collectivités qui participent en direct dans les projets, soit leurs SEM qui viennent cofinancer le projet. Je pense qu'il y a eu un exemple justement lors du premier webinaire organisé par Aura 2E avec le fonds OSE. Et puis des projets citoyens, c'est-à-dire que au-delà de la dette, les habitants vont également participer à consolider les fonds propres du projet. Et donc, pour cela, investir en capital, en CCA, et donc avoir également, prendre du risque d'actionnaire et donc avoir également un rôle de co-actionnaire aux côtés des porteurs de projets initiaux qui peuvent être des agriculteurs, qui peuvent être aussi un développeur dans les projets de méthanisation et qui peuvent aussi être parfois la collectivité ou SACEM qui s'associe pour co-porter le projet. Donc, on a vraiment tout ce panel de possibilités avec des implications plus ou moins fortes. Et l'enjeu, ce n'est pas de dire tel modèle serait le bon ou pas, c'est vraiment de se dire qu'en fonction des projets, de leur contexte, de leurs besoins, il y a différentes solutions qui peuvent être mises en œuvre par les porteurs de projets pour s'entourer des partenaires qui vont les aider à mener le projet jusqu'au bout dans des conditions qui sont confortables. Donc, si on fait un petit zoom sur les projets citoyens, donc c'est ce qui est apparu en bas à droite de la diapositive, le principe, c'est vraiment que des habitants
participent au financement et à la gouvernance du projet, et ensuite profitent d'une partie des retombées économiques du projet. Et ça, c'est vrai en fait dans toutes les énergies renouvelables. En méthanisation, on va dire que c'est vrai de base, puisque les agriculteurs sont des citoyens. Donc, évidemment, par rapport à l'éolien ou au solaire, où on peut avoir des développeurs privés externes au territoire, voire qui ne payent pas leur fiscalité en France, mais par contre qui développent des projets. Là, la méthanisation, c'est une filière beaucoup plus locale, de fait, que d'autres énergies, que d'autres filières et d'autres énergies renouvelables. Mais la question de la participation des habitants, elle peut quand même s'inspirer de ce qui est fait dans d'autres projets pour travailler justement, non pas l'acceptabilité comme l'ADEME le redisait en début de séance, mais bien travailler l'adaptation du projet à son territoire et une bonne appropriation des enjeux par tous les acteurs du territoire pour qu'ils comprennent pourquoi le projet est fait et qu'ils le soutiennent in fine. Alors ça, c'est un schéma assez complexe qui retrace toutes les possibilités de financement ou d'investissement participatif. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est que vraiment, il y a énormément de possibilités de financement, de montages qui sont envisagés, qui sont aussi éprouvés sur les autres filières. Donc, même si le financement participatif ou citoyen, c'est quelque chose qui n'est pas majoritaire aujourd'hui dans les projets de méthanisation, sur les autres filières d'énergie renouvelable, il y a énormément de financement citoyen ou participatif qui est développé. Et donc, les acteurs qui vont vous proposer ce type de solution de financement ont éprouvé déjà ces modèles-là sur d'autres filières. C'est le cas de Mimosa, c'est le cas d'énergie partagée, c'est le cas de tous nos collègues qui sont dans d'autres structures. Et donc, on est vraiment sur des solutions qui sont matures. Et aujourd'hui, et c'est repris dans les guides ADEME, les deux modèles vraiment qui sont le plus développés dans la méthanisation, c'est ce que vous voyez tout à gauche, c'est-à-dire du financement de la dette avec des systèmes de crowdfunding ou d'obligations. Et donc, le projet va lever une partie de sa dette avec des conditions particulières, non pas auprès d'un organisme bancaire, mais auprès d'habitants en direct, avec le métier de conseiller en financement et en prise de partie en financement, qui va être plutôt celui de Mimosa qui va vous être présenté après. Et puis la deuxième, on va dire les deux autres modèles qui sont bien éprouvés aussi dans la méthanisation, c'est le financement donc en capitaux propres, et ça avec deux modèles. Alors, pour continuer par de l'apport de capitaux propres par les citoyens, là, on va prendre énergie partagée. Donc, nous, je le présenterai plus tard, mais on intermédie les citoyens. Et donc, on représente les citoyens dans le capital de la société projet. Donc, c'est une des flèches en bleu. Et puis, l'autre modèle également de financement en capitaux propres, c'est des sociétés locales, notamment avec une partie de capital public, et notamment des SEM ou des fonds régionaux comme le fonds OSE en Auvergne-Rhône-Alpes, qui vont apporter du financement qui, là, vient des collectivités locales. Et donc, à la fois, les bénéfices faits par ces sociétés viennent nourrir, irriguer les comptes des collectivités et donc bénéficier in fine aux habitants du territoire. Et à la fois, les intérêts qui sont portés par ces structures-là sont bien des intérêts territoriaux et de l'intérêt général. Et donc, il y a aussi la question du soutien politique des élus qui peut se traduire à travers ces prises de participation. Donc, c'est vraiment ces trois, dans tout ce diagramme, c'est vraiment ces trois points-là qui aujourd'hui sont très éprouvés dans toutes les régions, dans des projets de méthanisation et qui vont donc vous être présentés aussi aujourd'hui. Alors là, l'idée maintenant, c'est de vous présenter aussi un petit peu quels sont les investisseurs possibles et les partenaires, notamment à l'échelle de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, ça reprend en fait un peu ce qui a été présenté dans la diapositive précédente, mais vraiment en se disant aussi qui agit en Auvergne-Rhône-Alpes. Évidemment, donc, il y a le fonds OSE ENR qui peut investir, donc faire de l'apport en capital, qui est le fonds de la région. La région apporte également des subventions, soit directement, soit avec également le concours de l'ADEME. Et puis pour la participation des citoyens et des collectivités, donc c'est justement soit de la participation en dette, ce que vous voyez à gauche,
soit de la participation en capital plus sur la droite. Donc en dette, vous avez un ensemble de plateformes qui vont proposer des produits financiers. Donc là, voilà, vous avez une liste et puis il faudrait également rajouter Mimosa dedans. Et puis, plutôt, donc là, en méthanisation, c'est plutôt des apports de fonds quand il y a des participations au capital qui sont faites via des structures intermédiaires, donc comme énergie partagée. Donc voilà, là, il y a cet exemple-là. Et puis, il peut également y avoir des SEM qui sont présentes à ces côtés-là. De l'apport de fonds directement au capital de la société, en fait, c'est plutôt les structures agricoles qui vont faire ça, mais il y a rarement des habitants non agricoles qui apportent directement des fonds. Nous, on le voit sur un projet en Aveyron. Mais souvent, en méthanisation, c'est plutôt de l'intermédiation qui va être mise en place, c'est-à-dire que tous les habitants ne sont pas directement actionnaires ou financeurs de la société, soit ils apportent de la dette, soit ils sont représentés au capital par leur collectivité ou par des structures intermédiaires comme énergie partagée. Alors, quels avantages à mobiliser du financement participatif ou citoyen dans les projets? Il y a une palette d'avantages qui là sont listés. Et évidemment, c'est donc de travailler le dialogue en fait, avec le territoire, de partager les retombées économiques locales, mais aussi de pouvoir partager l'intérêt du projet, de faire de la pédagogie autour de pourquoi faire ce projet-là. Et donc, tous les enjeux de sensibilisation, d'appropriation, de lien social vont de pair avec l'acceptabilité des projets. Et puis, évidemment, il y a aussi un enjeu de circuit court de l'épargne et de maîtrise de où vont les investissements et l'épargne, puisque là, ça permet de rendre très visible les circuits financiers, puisque voilà, aujourd'hui, il y a énormément d'épargne qui est disponible. Alors, même si, évidemment, les situations sociales des uns et des autres sont très différentes et dans des moments de crise, c'est quand même un sujet particulier. Mais il n'en reste qu'il y a un montant d'épargne qui est très important à l'échelle française aujourd'hui. L'ADEME rappelait en ouverture qu'il faudrait pouvoir développer et financer 150 méthaniseurs par an. Et évidemment, si on pouvait avoir recours à cette épargne-là, ben, ça accélérerait les capacités à financer et à développer les projets. Ça, c'est des points un peu généraux. Alors, au-delà de la méthanisation, vraiment ce que porte l'ADEME, énergie partagée, et également les pouvoirs publics qui aujourd'hui font ont déployé des dispositifs sur les projets citoyens d'énergie renouvelable, et il y a toute une page sur le site du ministère. C'est vraiment de rappeler qu'avoir du financement local pour les projets, c'est multiplier en fait les retombées économiques pour le territoire. Et donc, que ce soit en méthanisation ou que ce soit sur d'autres filières, cet enjeu de recourir à du financement local, il est crucial pour développer économiquement les territoires et la résilience de nos structures. Merci beaucoup, Suzanne, et merci d'autant plus que je t'ai prévenu que ce matin, on allait, que tu puisses présenter ces diapos. Donc, bel exercice, merci à toi. C'était très clair. J'espère aussi pour les gens qui nous suivent. N'hésitez pas à commencer à poser des questions, à dire vos remarques. Là, c'est vraiment le moment. On est là pour vous. Je vais juste finir sur cette présentation pour vous dire qu'Oracle, en fait, c'est un réseau régional donc, qui est animé par ma collègue Noémie Zambeau, qui regroupe des porteurs de projets, des collectivités locales, des accompagnateurs et puis du coup des gens qui peuvent contribuer au financement du projet. Alors, si j'ai bien compris, Suzanne, tu me dis si je me trompe, mais dans le cadre du réseau Oracle, c'est des petits des collectifs citoyens qui, eux, vont financer directement un projet sans intermédiation type énergie partagée. En tout cas, aujourd'hui, voilà toutes les communautés qui, en Auvergne-Rhône-Alpes, participent de près ou de loin à des projets photovoltaïques, solaire thermique, méthanisation de mémoire, il n'y en a pas encore dans le cadre du réseau Oracle. Il y a par contre énergie partagée et d'autres acteurs du financement citoyen participatif qui sont en région dans les financements de méthanisation. Là, c'est vraiment des citoyens qui s'organisent et qui peuvent participer, contribuer localement à des projets locaux. Il y a
pas aujourd'hui de liste exhaustive parce qu'en fait, il y en a qui se créent tous les mois presque, et puis et d'autres qui sont plus ou moins actifs, ça dépend. En tout cas, pour trouver votre... Ouais. Et je pense que c'est justement important de rappeler à Guillaume que une des missions du réseau Oracle, donc, qui est portée par l'agence et sur le poste de Noémie, c'est donc d'accompagner ces dynamiques citoyennes et collectives qui veulent développer ou initier des projets d'énergie renouvelable au sens large et de s'inscrire dans une transition énergétique qui est citoyenne et territoriale. Et donc, en fait, toutes ces initiatives-là, même si aujourd'hui, il n'y a pas de participation directe dans des projets de méthanisation parce que c'est plutôt représenté par énergie partagée. Mais toutes ces initiatives-là, y compris en solaire, c'est des groupes de citoyens sur lesquels les porteurs de projets de méthanisation peuvent aussi s'appuyer sur justement cette dimension de sensibilisation à la transition énergétique, de pédagogie. C'est un point fort en fait pour les territoires d'avoir des habitants qui sont mobilisés, qui se sont formés sur les enjeux et qui souvent sont des relais aussi intéressants en termes de pédagogie et de sensibilisation aux énergies renouvelables, y compris pour les porteurs de projets de méthanisation. Oui, complètement. Du coup, effectivement, pédagogie, sensibilité localement pour sensibiliser les gens localement aussi à la transition énergétique et donc à la méthanisation. On est aussi interpellé par certains de ces groupes pour savoir quel projet de méthanisation existe en développement sur le territoire, voir de quelle manière ils pourraient, alors bien sûr, sensibiliser, faire de la pédagogie, mais aussi du coup s'impliquer. Alors sur l'implication de ce type d'acteurs, Noémie me disait au téléphone qu'on est sur quelques dizaines de milliers d'euros en ordre de grandeur. Voilà, c'est pas bien sûr forcément qui va complètement aboutir à 10%, enfin à compenser des baisses d'aide publique à l'investissement, mais en tout cas, ils peuvent cofinancer et au-delà de leur rôle de pédagogie, cofinancer, et un certain nombre sont intéressés. Donc vous-même, si vous êtes intéressé par rentrer en contact avec ce type d'acteurs et de groupes de citoyens qui financent la transition énergétique localement, eh bien, vous pouvez nous contacter à l'adresse mail que vous a mis Noémie afin qu'on mette en lien avec les contacts locaux. Est-ce que tu vois d'autres choses à rajouter, Suzanne, sur ce thème-là? Non, par rapport à ça? Alors, est-ce qu'il y a des... Alors, on va... Alors, je vais donner la parole peut-être à monsieur Jean-Louis Magoutier. Alors, attendez, je vais vous donner la parole, monsieur Magoutier, pour un début d'échange. Alors, il faut que je vous retrouve, à moins que vous puissiez, normalement, vous devez pouvoir ouvrir votre micro, si vous le souhaitez, pour prendre la parole. Donc, vous êtes renommé... Voilà, c'est bon, ok, parce que je vous retrouve. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je voulais vous poser une question. J'avais suivi un petit peu parce que je connaissais un petit peu Madame le maire de Lantilly sur le projet de méthanisation sur la commune de Lantilly qui n'a pas pu aboutir. Et je pense qu'en écoutant un petit peu à droite à gauche les remarques que j'ai pu avoir, pour ce type de projet, il faut effectivement mettre en place un processus de communication extrêmement important vis-à-vis des riverains et vis-à-vis de la commune également. Je voudrais savoir un petit peu ce que vous en pensez et comment on pourrait améliorer ce système de communication qui me semble pour moi primordial. C'est une très bonne question, et alors j'ai une partie de la réponse, mais je voudrais peut-être laisser la parole aussi à l'ADEME, la région. Estelle Schwebel, chargée de mission à la région, nous a rejoint. Estelle, Jacques, oui. Est-ce que vous... J'ai une petite question. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour savoir qui, du coup... Oui, bien sûr. Donc, Jean-Louis Magoutier, je suis adjoint au maire de la ville de Craponne, en charge de l'urbanisation, travaux et voirie. Ah oui, merci. Moi, je le voyais effectivement, vous êtes inscrite de cette manière-là. Merci. Alors, Jacques, Estelle, est-ce que vous... Alors, tout à fait. Alors, en lien avec Estelle, mais Estelle complétera. Clairement, notre message est qu'on diffuse dans les comités départementaux méthanisation auprès de porteurs de projets, c'est que la communication doit être pensée dès la naissance du projet et intervenir très tôt
dans le déroulement donc, et la conduite du projet. Elle doit être totalement transparente, elle doit être parfaitement documentée, elle doit être adaptée également à la maturité du projet, hein, effectivement. En tout cas, il faut impérativement que les porteurs de projet, en tout cas, soient en posture d'écoute des remarques et qu'on puisse intégrer les remarques pour les intégrer dans le projet et faire en sorte qu'ils soient du mieux possible et même totalement intégrés à l'environnement local et humain. Estelle, tu veux peut-être préciser. Il faut que tu ouvres ton micro, Estelle. Oui, juste pour revenir à votre question, vous demandez en fait quelque part par rapport au projet de lentilles, quels besoins de communication auraient été nécessaires? Alors, ne faudrait-il pas réfléchir sur un processus de communication avec les riverains de la commune? Bien sûr. Ouais. Oui, d'accord. Alors, il y a quand même un certain nombre, je tiens à signaler qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été réalisées sur ce projet avec l'aide de la communauté de travail et des certains représentants qui se trouvent autour de la table, à savoir un accompagnement par un prestataire spécialisé en communication, de la communication dans la presse locale de la commune, la volonté du coup d'être des porteurs de projets, de se rendre disponibles pour accueillir du public et répondre à leurs questions. Donc, disons qu'il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été réalisées sur ce projet, des réponses également en conseil communautaire ou non, plutôt de la commune, pour pouvoir aussi présenter et répondre aux questions des riverains. Donc, c'est pas un projet qui a omis toute cette notion nécessaire et indispensable de communication. J'ai bien compris et je sais qu'il y a eu pas mal de communication, mais quand on analyse, comment analysez-vous, on va dire, cet échec, entre guillemets, et qu'est-ce qu'il aurait fallu faire pour transformer cet échec en réussite, quoi? Alors, sans doute qu'il y a eu quand même s'il y a des choses qui ont été faites, il y a eu des petits loupés. Je pense que, et ça a été effectivement analysé. Sans doute, peut-être une communication qui a été faite, mais peut-être dans un timing qui n'a pas été forcément le bon. Voilà. Après, il y a des porteurs de projets qui auraient, malgré l'opposition qui était sur tous les sortes, auraient aussi maintenu le projet. Là, aujourd'hui, il a été abandonné. L'exploitant a été assez touché par effectivement cette levée de bouclier. Il faut savoir que la levée de bouclier, d'ailleurs, comment faire, c'était une commune Lantilly, je ne sais plus, par exemple, de mémoire, 3500 habitants, et la pétition, c'était 20 000 ou 15 000. Donc, c'était des gens de tous horizons, France, Europe, etc. Donc, des gens qui ne connaissaient absolument pas le projet en tant que tel. Voilà. Et il y a un mixte. En tout cas, ce qui est, à mon sens, important, c'est que quand on développe un projet, le rôle des comités départementaux sont aussi là pour voir comment on peut travailler ça pour au mieux arriver on va dire, mettre les chances de son côté, même si l'appropriation locale, l'acceptabilité sociale, enfin, il ne faut pas parler de l'acceptabilité, mais enfin, voilà, eh bien, c'est jamais totalement 100% de réussite. Je voudrais quand même rajouter, à mon avis, la nécessité d'un soutien affirmé et affiché politique beaucoup plus visible. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait ce soutien local, il est surtout apparu, on va dire, en tout cas dans la presse après, et je pense que les élus doivent être aux côtés des projets du territoire à partir du moment où, bien sûr, ils les soutiennent parce qu'ils les comprennent, et c'était largement le cas de ce projet. Ils doivent être aux côtés des porteurs de projets afin de accompagner à transmettre les bons messages aux administrés. Et que du coup, on ne soit pas juste dans un échange via les réseaux sociaux et via Internet, où là, on peut vraiment trouver tout et n'importe quoi. Donc moi, j'appuie et je réinsiste sur le soutien des élus locaux nécessaires à tous les stades du projet, et de bien l'affirmer et de bien être visible et engagé. Je pense que c'est un projet de territoire, et sans les élus locaux, c'est difficilement atteignable. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est vrai que vous êtes en tant qu'élus locaux un véritable atout pour un projet
quand vous le soutenez, quand vous le connaissez bien, quand vous pouvez communiquer dessus. Et je crois d'ailleurs aussi l'Antilly, alors ça n'aurait peut-être pas forcément changé ouais. Enfin, c'était à Métagrigone, je crois. On va pas, du coup, je vous laisserai, s'il y a d'autres personnes qui veulent plus précisément poser des questions sur Oracle, etc., allez-y aussi. Hein, puis après, on va passer à Mimosa. Mais excusez-moi, juste pour finir, je crois que de mémoire, il n'y avait pas, alors ça n'aurait peut-être pas fait évoluer beaucoup, mais en tout cas, il n'y avait pas non plus justement de fonds citoyens dans ce projet-là, puisque c'est le sujet de notre webinaire. De mémoire, ils n'avaient pas forcément activé. Non, mais c'était pas vraiment une question de territoire. Il y a eu une opposition forte, très localisée, qui ensuite a pris une ampleur. Mais voilà, non, il n'y avait pas dans le plan initial de financement, de levée de financement participatif. Voilà, c'était pour raccrocher un petit peu à notre sujet en tout cas. Et alors, il y a une question. À part Métamoly, peu d'exemples de M. Barge, peu d'exemples de financement citoyen dans les projets. C'est ça, j'imagine, le sens. Alors, on va voir que, quand même, avec Mimosa et énergie partagée, eh bien, les financements participatifs et citoyens est bien présent, peut-être pas encore forcément dans notre région, mais ailleurs, oui. Alors, il y a une main levée. Eh bien, écoutez, oui, Madame Maquet, allez-y, je vous prends. Oui, Pamela Maquet. Je vous laisse vous présenter. Je vous laisse Pamela vous présenter. Maquet. Et puis poser votre question. Allez-y. Pamela Maquet de Terre Green. Donc, on accompagne, on co-développe et co-finance des projets. Le financement participatif, pour répondre aussi à votre question, il se développe beaucoup et son développement est accéléré dernièrement. Il aide à l'acceptabilité. Et je voulais rebondir sur la discussion entre la région et monsieur le maire de Craponne. Donc, j'appuie tout à fait ce que vous avez dit sur l'importance d'être soutenu localement par des élus. Et vu qu'on a une personne qui représente ces élus, c'est quelles sont vos attentes pour être… c'est parfois difficile de comprendre comment présenter un projet, quelles sont vos attentes, comment… Voilà, parfois. Est-ce qu'en 2 mots, vous pourriez nous préciser ça en tant qu'élu quand un projet se développe sur votre territoire? On peut en dire 2 mots. Simplement, je vous invite à suivre le webinaire de la semaine prochaine sur l'appropriation locale, l'acceptabilité des projets, où là, effectivement, ça sera le cœur du sujet. Là, on est vraiment sur le financement, plutôt les tiers financements. L'acceptabilité et l'appropriation locale, c'est rendez-vous la semaine prochaine. Allez-y néanmoins quand même, monsieur l'adjoint au maire de Craponne. Oui, si vous voulez. Merci. Oui, effectivement, j'ai un petit peu dévié par rapport au sujet d'aujourd'hui, mais j'ai bien compris. Pour pouvoir accepter de tels projets sur notre territoire, et notamment sur notre commune ou les communes de l'Ouest lyonnais, effectivement, il faut qu'il y ait un dossier, on va dire, technique qui soit relativement bien présenté. Et ensuite effectivement, il faut que les élus soient moteurs dans la présentation aux riverains, qu'on puisse faire des réunions je dirais, de concertation, etc. Ça me semble indispensable. En plus, sur ce type de sujet, alors je ne sais pas si ça a été fait sur l'Antilly, mais il faut effectivement montrer aux citoyens un exemple, mais visiter un exemple en activité, etc., pour évacuer toutes les contraintes, toutes les fausses idées qui puissent se faire naître sur ce type de projet qui est très mal connu parce que c'est un projet relativement technique et il faut qu'on l'explique. Le problème des odeurs, le problème de la circulation des véhicules, etc. etc. Et ça, il faut qu'il y ait un dossier relativement bien monté. Et ça, je fais confiance à la région Aura et à tous les grands spécialistes sur ce domaine-là pour pouvoir accompagner les élus dans cette acceptabilité vis-à-vis de nos concitoyens. Très bien. Écoutez, je vous remercie. Je pense qu'il faut qu'on continue, parce que là, il nous reste 2 fois 20 minutes à peine pour la présentation des fonds. Par contre, rendez-vous vraiment la semaine prochaine. Je pense que vous êtes inscrits pour parler
d'appropriation locale, acceptabilité. Il y avait le projet CITO qui voulait prendre la main, la Belle-Île-sur-Saône, mais je pense que c'est sur l'appropriation locale aussi, à mon avis. Enfin, vous pouvez nous le mettre dans le chat de confirmer ça, et auquel cas je vous proposerai plutôt effectivement de basculer en fin de webinaire si on a le temps. Et puis, sinon, de voir ça, rendez-vous la semaine prochaine où vraiment c'est dédié à cet aspect-là et où là aussi, hein, on a invité l'ensemble de la filière à suivre ce webinaire sur l'appropriation locale, justement en écho avec celui d'aujourd'hui sur le tiers financement. Je vous remercie. Je vais passer la parole du coup à Mimosa. Ouais, bonjour à tous, merci. Ok, alors du coup, je partage mon écran. Je vous laisse partager l'écran ouais. Et puis j'éteins ma caméra. Est-ce que vous voyez mon écran du coup? Alors on voit l'écran, oui, on ne le voit pas en plein écran, mais c'est un peu petit quoi. Enfin, ouais, j'ajuste, voilà. Voilà, impeccable, c'est tout bon, allez-y. Donc merci, j'ai compris qu'il fallait tenir un timing un peu plus serré peut-être que prévu. Donc non, j'ai oublié de dire par contre aux interlocuteurs, aux participants, en général on finit, enfin ça va de 10h30 à midi, mais il faut savoir qu'en général on est plutôt sur midi et quart. D'accord, très bien. Donc Stanislas Béguin, représentant responsable énergie pour la plateforme de financement participatif Mimosa, qui est, comme on peut le voir dans le titre, la première plateforme de financement dédiée au monde agricole et alimentaire et à ses transitions. Donc la méthanisation fait pleinement partie des transitions du monde agricole et c'est un sujet d'actualité. Chez Mimosa, on est 45 salariés aujourd'hui. C'est une plateforme qui a été créée en 2014 pour répondre aux enjeux de financement du monde agricole et aux enjeux de transition de ce secteur-là. Donc les enjeux alimentaires, environnementaux, climatiques, sanitaires et énergétiques qui sont reliés au monde agricole et agroalimentaire. En 7 ans, on a pu accompagner en France et en Belgique plus de 5000 projets, ce qui représente environ 70 millions d'euros de financement. On publie 150 projets par mois sur nos 2 outils de financement que sont le don avec contrepartie qui a été lancé donc en 2014 au moment de la création de Mimosa, fin 2014, et le prêt participatif qui a été lancé en 2018. Et ce pourquoi moi j'ai notamment été recruté en 2018, voilà, et qui est le second outil de financement, et on a aujourd'hui à peu près 400 000 personnes qui donnent ou prêtent aux projets que nous publions sur la plateforme. Donc l'objectif également de Mimosa, c'est de rapprocher le citoyen de l'agriculteur et des entreprises agroalimentaires dans un contexte où la communication et le dialogue entre ces 2 mondes est parfois difficile, entre les citoyens, les riverains et les agriculteurs. On intervient à tout stade de vie des entreprises agricoles ou agroalimentaires, que ce soit pour le développement, la création ou la reprise, sur toutes les filières, donc les céréales, le maraîchage, l'élevage, l'horticulture, les énergies, la viticulture, l'apiculture, et sur des sujets qui doivent être reliés aux enjeux de transition du secteur, comme je l'évoquais tout à l'heure. Donc, on en voit la définition ici, l'agroécologie, la haute valeur environnementale, le label bio, la bientraitance animale, la biodiversité, la captation de carbone, le renouvellement des générations, qui est un enjeu très important dans l'agricole et pour lequel la méthanisation fait notamment partie des solutions, parce qu'on voit beaucoup de porteurs de projets qui sont jeunes et qui ont un projet de méthanisation pour pouvoir donner un avenir aussi aux exploitations agricoles familiales. Donc voilà, l'outil de financement que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est le prêt rémunéré, donc qui a été un petit peu présenté dans le cadre de la présentation juste avant Oracle. Donc nous, on propose des interventions à partir de 15 000 € et jusqu'à 3 millions d'euros. On est sur des collectes qui sont en moyenne de 250 000 € et on est capable de mettre à disposition les fonds sous 10 jours. Et on a réussi 100% de nos financements. Donc, c'est-à-dire que 100% des collectes atteignent leur objectif de fonds. Et donc, notre grille de taux démarre à 1,5% pour aller jusqu'à 7% pour les projets les plus chers, on va dire, qui sont généralement plutôt des projets de start-up
donc avec un degré d'innovation qui est assez fort et une prime de risque du coup qui doit être rémunérée pour les investisseurs qui sont des citoyens, comme on l'a dit tout à l'heure, comme nous tous autour de la table. Alors, Mimosa et la méthanisation. Mimosa et la méthanisation, donc on comprend les freins de développement de la méthanisation aujourd'hui en France et ils ont été principalement repris dans la présentation et dans l'introduction qu'il y a eu. Donc, il y a le financement des fonds propres, notamment qui sont demandés sur ces projets-là, qui sont de 10 à 20% suivant les acteurs bancaires en moyenne, avec l'effet ciseau qui a été évoqué en introduction par le directeur de l'ADEME, qui est la diminution actuelle des subventions et des coûts de CAPEX d'investissement des projets qui restent importants et qui, du coup, en valeur absolue, sont quand même significatifs pour les porteurs de projets. Les barrières sociétales que l'on vient d'évoquer, et nous, on propose une solution du coup de financement qui va permettre aux porteurs de projets de créer une vitrine pour leurs projets sur Internet et sur Mimosa, et notamment de pouvoir également, et je le présenterai tout à l'heure sur un cas pratique, de faire des collectes qui sont réservées en local à quelques codes postaux, départements ou régions. Voilà, on a la possibilité de faire ces trois modalités d'accompagnement en local. Et enfin, le troisième frein que nous identifions également chez Mimosa, et qui est un frein qui concerne moins le financement, mais quand même le développement des projets, c'est l'accès au réseau d'injection ou de transport ou de distribution pour les projets en injection, et l'accès au réseau de RTE ou d'Enedis pour les projets en cogénération. Alors, les réponses que l'on propose pour ces trois sujets et que je viens d'un petit peu d'introduire, c'est le renforcement du plan de financement en proposant des offres de financement qui sont pour le coup du quasi-fonds propre. Donc, qu'est-ce qu'un quasi-fonds propre? C'est une tranche de financement qui va s'intercaler entre le capital ou les fonds propres apportés par Énergie Partagée, par exemple, et la dette bancaire. Donc, c'est ce qu'on nous on appelle du quasi-fonds propre. C'est des prêts qui sont sans caution ni garantie, qui sont donc de rang junior par rapport à la dette bancaire. C'est-à-dire, pour être très clair, les banques se servent avant Mimosa sur les échéances. Et ça vient donc consolider le haut de bilan des sociétés projets et permettre aux banques d'avoir un acteur qui vient partager le risque avec eux. On hybride des financements et on engage les citoyens dans le projet en permettant, donc je l'évoquais, aux citoyens, aux riverains de l'unité de méthanisation de ne pas seulement être des voisins, mais ils peuvent être également des parties prenantes en participant au financement et au montage du coût du dossier. On a aussi la possibilité, on l'a fait sur un projet, d'avoir des collectivités qui s'engagent ou des entreprises partenaires du projet qui s'engagent sur le dossier. Donc, on a déjà des mairies et des communautés de communes, par exemple, qui ont investi. Et on a déjà fait une collecte avec les fournisseurs d'une société, d'une société projet de méthanisation. Donc, le terrassier, la personne qui faisait le génie civil et le constructeur ont investi au travers de Mimosa sur le projet. Donc, c'est un outil de communication et d'inclusion, notamment des citoyens sur le projet. Ça permet d'avoir une belle vitrine qui met en avant les atouts, alors que ce soit bien sûr en termes de production d'énergie, mais aussi en termes de transition, et ça, on le met à chaque fois bien en avant sur la plateforme, de transition agricole, par notamment le Digesta, qui, si le plan d'épandage est bien fait, permet quand même de réduire considérablement la quote-part des engrais chimiques qui pouvaient être historiquement épandus sur les exploitations, mais aussi de trouver un nouveau débouché pour les déchets d'élevage, les effluents d'élevage, pour les traiter dans la filière méta. Donc voilà, on est sur de la transparence totale puisqu'on donne accès aux données technico-économiques. Donc on met en avant les partenaires de l'entreprise et on présente un plan de financement qui est clair, transparent, et ainsi qu'un business plan qui est clair et transparent et accessible sur la plateforme par toutes les personnes qui sont connectées. On a aussi écrit un livre blanc pour la méthanisation qui s'adresse à la fois aux citoyens et aux porteurs de projets qui commencent à s'intéresser au sujet et qui sont en recherche d'informations, et donc qui est téléchargeable en cliquant sur le lien quand les présentations seront partagées dans la journée ou en début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine.
Début de semaine prochaine, voilà. Donc, le prêt méthanisation, en général, il débute plutôt autour de 50 000 euros, plus que 15 000 euros, parce qu'on est quand même sur des projets qui sont généralement supérieurs à 2 millions d'euros. En méta, on est plutôt sur du 300 000 euros de collecte moyenne, hein. La plus grosse unité qu'on a accompagnée, c'était à hauteur de 800 000 euros. Donc, je vous ai présenté les caractéristiques tout à l'heure. La rémunération de Mimosa, qui est transparente et qui est également affichée sur la plateforme, c'est 4% hors taxe du montant de la collecte. Donc, pour prendre un exemple simple, on fait une collecte de 100 000 euros, on vous versera effectivement 96 000 euros. Donc, il n'y a pas d'effort de trésorerie à proprement parler pour la société projet, sachant qu'on est également capable de financer ces frais-là. Et donc, en termes de modalités de remboursement, ça, c'est à définir en fonction du projet. Ce sera intéressant d'en parler dans les cas pratiques qui ont été réalisés et puis les exemples qui sont un peu plus loin dans ma présentation. Mais dans 85% des cas, on fait des prêts in fine, donc qui sont bien considérés comme des quasi-fonds propres. Donc, un prêt in fine, c'est un prêt durant lequel vous allez payer des intérêts. L'entreprise va payer des intérêts, donc annuellement, mensuellement, trimestriellement, à définir, mais ne payera pas de capital. Le capital sera payé au terme du contrat, et donc généralement sur une durée de 5 ans, au bout de la 5e année. Donc 5 ans d'intérêt et au terme du contrat, au terme de la 5e année, remboursement du capital, du principal de la dette. Et on offre sur tous nos projets, parce que c'est des projets qui peuvent évoluer aussi rapidement avec éventuellement des phases 2, la possibilité de faire des remboursements sans frais anticipés. Alors, les grandes étapes d'un projet chez nous, c'est la réception du projet avec des échanges qu'on va appeler de préqualification et avec un accord de principe d'étude qui est donné sous 48 heures. Donc, on utilise pour ça des outils comparables aux banques qui permettent d'aller chercher de l'information sur les entreprises et d'aller chercher notamment l'information juridique et financière et la vérifier. Ensuite, on demande une liste de documents qui est ici, donc qui reprend ce que généralement les porteurs de projets envoient aux banques, la présentation du projet, son prévis, l'ensemble des devis, les 3 dernières liasses fiscales si on est sur un projet agricole autonome et tout ce qu'on va appeler le permitting, donc les études GRDF, les études de faisabilité, les permis de construire, les ICPE, les identifications ADEME et le contrat d'achat biométhane notamment. Voilà, donc je reviens sur ma slide précédente. Quand on a analysé le projet, qu'on a émis un accord, on passe en phase de juridique. Donc, il y a une phase qui est assez rapide et bien industrialisée chez nous de signature des contrats. Et donc, au moment de cette phase-là, on commence à mettre en avant le projet sur la plateforme auprès des citoyens où ils peuvent marquer une intention. Donc, une intention, c'est dire que je suis intéressé pour être au courant des actualités et du lancement de la collecte qui sera réalisée sur Mimosa. Et je positionne aussi éventuellement un montant d'investissement. Et la phase 3, c'est du coup la phase d'ouverture de collecte aux citoyens qui dure en moyenne une dizaine de jours. Voilà, donc je vais présenter les 2 études de cas qui ont été demandées. Donc, le cas numéro 1, c'était un investissement de, si je ne me trompe pas, il me souvient bien, de 5 millions d'euros pour un projet de 100 normomètres cubes qui fait à peu près 1 million, un peu moins d'1 million 100 000 euros de chiffre d'affaires et qui dégage un EBE de 495 000 euros. Et donc, dans les études de cas, on nous demandait notamment de simuler 5% d'apport fonds propres des associés, 5% de subvention, et ensuite de simuler un tiers financement. Donc, sur ce premier cas-là, j'ai simulé un financement Mimosa à hauteur des subventions et du capital, donc de 5% également, pour porter la part de fonds propres, quasi-fonds propres, à 15% du projet. Et ce qui permet dans cette simulation-là, donc à 5 ans, au terme de la 5e année, sur un prêt in fine qui est simulé à 4,25% de taux d'intérêt annuel, d'avoir en fait une trésorerie cumulée qui est supérieure aux 250 000 euros nécessaires au remboursement du prêt Mimosa. Donc, l'intérêt ici, c'est de renforcer du coup la structure bilancielle de la société porteuse de projet, de diminuer les échéances bancaires durant les 4 premières années et donc de permettre à la société d'accumuler suffisamment de trésorerie
en 5 ans pour derrière rembourser Mimosa. Et ce qui permet en fait ensuite sur la durée restante du contrat d'achat, parce que généralement les financements bancaires sont quand même calés sur les contrats d'achat, de soulager la partie échéance bancaire et d'avoir de ce fait un temps de retour qui est un petit peu plus court que la moyenne. Donc voilà, ça c'est typiquement un montage classique qui est réalisé chez nous. Et le cas numéro 2, c'est un projet qui est un petit peu plus gros puisqu'on est sur 6,5 millions d'investissement. De mémoire, c'est un 150 normes au mètre cube qui fait un peu moins d'1,450 million de chiffre d'affaires et qui a un EBE de 760 000 euros et qui aurait les mêmes caractéristiques d'apport, donc 5% de capital et 5% de subvention. Et moi, j'ai simulé ici un prêt à 550 000 euros dans la même logique pour montrer l'impact en trésorerie de la même manière. À partir de la 5e année, on voit encore une fois que la pertinence du modèle Mimosa fait que dans ce genre de montage, au bout de 5 années, les projets de méthanisation dégagent quand même généralement des trésoreries suffisantes pour rembourser ces prêts in fine qui viennent conforter en fait, encore une fois les fonds propres de lancement du projet et qui permettent notamment de passer les 2 à 3 années risquées pour un projet à partir du moment de sa construction, donc on va dire 12 à 16 mois de construction, ensuite encore quelques mois de montée en charge et éventuellement pour certains projets une phase 2, donc sans rentrer dans l'administratif, mais un passage d'un seuil de déclaration ICPE à un seuil d'enregistrement. Voilà. Bien que, je le précise, hein, on demande à ce que la dette, en tout cas à ce que le projet puisse faire face à ces échéances en seuil 1 pour faire attention que si jamais il y a un refus d'ICPE de basculement en enregistrement. Je vais maintenant vous présenter, alors on s'est mis d'accord pour que je présente 2 cas. On a accompagné plus de 20 projets de méthanisation aujourd'hui en France, sur l'ensemble de la France, chez Mimosa, donc depuis 2018. Donc c'est un beau succès quand on sait qu'aujourd'hui, il y a un peu moins de 350 unités qui injectent. Ça veut dire qu'on a une part de marché sur le financement qui est quand même intéressante pour une plateforme comme Mimosa. Donc on intervient partout en France. J'ai vérifié, on a accompagné indirectement un projet sur la région, c'est-à-dire qu'on est venu, la région Aura, on est venu financer l'exploitation agricole pour faire de l'apport en compte courant et en fonds propres dans la société projet. Mais on n'a à ce jour pas encore accompagné directement de projets dans la région, bien que j'en ai 3 en cours d'études, négociation en ce moment. Donc voilà, on a aussi un partenariat avec GRDF, un partenariat pilote avec GRDF dans leur région nord-ouest, donc c'est la Normandie et les Hauts-de-France, où pour développer l'acceptabilité locale des projets, on a créé une plateforme commune avec GRDF où on met en avant les projets qui s'engagent sur cette plateforme et donc à faire une communication particulière. Et en retour, ils bénéficient d'une réduction de 25% des frais Mimosa. Donc voilà, j'ai choisi de vous présenter, là il y a une dizaine de projets sur ma présentation, mais je vais vous en présenter 2. Donc je vais vous présenter premièrement le projet Green Artois qui est dans les Hauts-de-France justement, qui est une petite collecte pour nous de 50 000 euros. On avait étudié le projet pour 500 000 euros si jamais il n'avait pas ses subventions. Et il a finalement obtenu 572 000 euros de subvention, donc on est redescendu en accord et c'était clair depuis le début avec le porteur de projet sur un financement de 50 000 euros. Et donc la particularité de ce financement, c'est qu'il a été réservé localement aux communes autour et aux citoyens autour de la commune du porteur de projet, donc afin de favoriser l'acceptabilité locale. Et également dans les Hauts-de-France, et c'est peut-être pareil dans votre région, le fait d'inclure du financement participatif dans son plan de financement, ça permet de tendre vers un projet exemplaire et donc ça a également favorisé l'accès aux subventions du projet. Voilà, donc c'est un projet qui était à 6,4 millions d'investissement, qui allait injecter près de 200 normes au mètre cube et qui regroupait 5 exploitations agricoles qui valorisaient des pulpes, des intercultures et des déchets d'aliments, puisque c'est sur une zone d'élevage des Hauts-de-France et donc ils arrivaient à valoriser les déchets d'aliments des fabricants.
Et le second projet que je souhaite vous présenter, c'est un projet territorial associant la collectivité à son capital, qui est Agri-Énergie, qui injecte 100 normomètres cubes de biométhane, et donc qui ressemble au cas numéro… Enfin, c'est un intermédiaire entre les deux cas en termes d'investissement, puisqu'on est plutôt sur un investissement de 8,5 millions. On avait ici à peu près 200 000 euros de capital et compte courant d'associés qui étaient apportés par les associés. Il y avait une belle subvention de plus d'1,2 million d'euros. Et Mimosa a été sollicité pour renforcer la partie du coup quasi fonds propres à hauteur de 500 000 euros. Et donc, ça a permis derrière de débloquer, notamment, puisque c'était une condition suspensive, et on l'est à chaque fois dans les plans de financement en partenariat avec les banques, condition suspensive au décaissement du financement du Crédit Mutuel, qui était le partenaire bancaire sur ce projet. Donc, encore une fois, c'est un projet là qui était pour le coup un petit peu plus long, puisqu'on était sur 6 ans et demi de financement et non 5 ans. On est vraiment dans 90% des cas sur 5 ans, et là, on était plutôt sur 6 ans et demi de financement pour permettre d'atteindre justement cet équilibre en trésorerie qui permet un refinancement des fonds Mimosa sans trop de difficultés. Et en termes de gisement, donc on était sur 13 exploitations et la valorisation d'effluents d'élevage, de coproduits et de transformation de fruits et légumes. Voilà, donc vous verrez dans les autres projets qu'on intervient également sur des projets qui sont notamment existants. Par exemple, ce projet-là que je ne vais pas présenter, mais on est intervenu pour l'achat d'un déconditionneur en partenariat avec l'ADEME. Et c'est un projet qui existe, qui est en exploitation depuis 4 ans maintenant. Voilà pour ma présentation. Donc, vous avez également mes coordonnées et les coordonnées de ma responsable en fin de présentation. Merci, Monsieur Béguin. Donc, fort intéressant. En résumé, Mimosa intervient donc en prêt, en quasi-fonds propres, jusqu'à des montants de 800 000 euros, avec des durées en moyenne de 5 ans. Ouais. Alors, j'ai vu qu'il y avait on quelques peut aller souplesses. on peut aller jusqu'à 3 millions d'euros, mais le plus gros qu'on ait fait, c'est effectivement 800 000 euros. En méta, aujourd'hui, c'est 800 000, mais 3 millions, effectivement, possible. Et puis, des durées de 5 ans un peu souples, quand même, 6-7 ans, des fois aussi. Agile, sans contrepartie, sans cautionnement, c'est aujourd'hui très rare. Enfin, les banques généralisent la demande de cautionnement bancaire aujourd'hui, de solidarité entre les emprunteurs, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de Mimosa. Non, tout à fait. Et par contre, spécificité aussi, c'est vraiment un prêt, donc il n'y a pas de participation à la gouvernance du projet. Parfois, les agriculteurs sont un peu réticents à laisser la place à la gouvernance, mais du moins à partager la gouvernance avec des citoyens. On va le voir avec Énergie Partagée tout à l'heure. Mais ce qu'on constate, pour compléter ce point, c'est que les agriculteurs se servent ensuite de la collecte Mimosa. La page reste active comme d'une vitrine et d'un moyen de communication avec leurs investisseurs, c'est-à-dire qu'ils donnent des actualités sur leur page projet, sur l'avancement des travaux, sur la mise en exploitation de l'unité. Ils ont la possibilité de donner des actualités et ils le font, ils jouent le jeu. Et ils répondent également aux nombreux commentaires qu'il peut y avoir sur la page commentaire de la collecte au moment de la collecte de fonds. Voilà. Donc, ça reste un outil de communication. Et je voulais ajouter un point clé, je trouvais, c'est que là, vous proposez des prêts avec vraiment un niveau local, puisque vous disiez jusqu'au code postal. Il y a un des projets où c'était principalement à l'échelle communale ou intercommunale que les citoyens pouvaient participer. Et ça, c'est effectivement très intéressant. Ça, pour assurer le financement du projet, on le fait sur une durée limitée, pour être sûr qu'on atteigne bien les 100% de fonds collectés. Donc, généralement, c'est à définir en fonction du projet et de sa région, mais on est sur 2 à 3 semaines de collecte réservée aux citoyens. D'accord. Écoutez, merci. Alors, avant de passer la parole à Énergie Partagée, Suzanne Noël, moi, j'avais quand même une question. Alors, peut-être que vous l'avez dit, je m'excuse si c'est le cas, mais vous avez des critères, on va dire, de type de projet que vous acceptez ou pas? Est-ce que des fois, vous en refusez et pourquoi? Voilà. Est-ce qu'au-delà de l'aspect financier purement de rentabilité, d'être assuré d'avoir le remboursement de votre prêt, est-ce que vous avez d'autres critères plus sociologiques ou plus de typologie de projet? Alors, on va évidemment regarder les critères économiques du projet. Donc, on va faire une analyse financière complète, vous l'avez dit. Mais on va également s'assurer que
que le projet ne vient pas fragiliser les exploitations agricoles, potentiellement, en ayant une proportion, par exemple, d'intrants qui serait trop de culture principale ou, par exemple, sur le projet qui viendrait fragiliser par ailleurs l'exploitation agricole. Et on va auditer, bien sûr, le gisement et vérifier que il est cohérent, qu'il est pour partie maîtrisé ou maîtrisable facilement. Et on va également, comme une banque le fait, vérifier que le groupement d'associés est cohérent, qu'ils s'entendent bien, que ça fonctionne bien et qu'ils travaillent bien ensemble. Donc, il n'y a pas, vous parlez de critères sociologiques, il n'y a pas tant de critères sociologiques que ça. On refuse des projets, hein, évidemment, qui sont mal maîtrisés, mal montés, ou malheureusement qui ne trouvent pas de fonds propres. Et ça peut arriver aussi. Et dans ce cas-là, on évoquait tout à l'heure les solutions plutôt capital, et dans ce cas-là, on les oriente vers nos confrères qui font du capital pour qu'ils essayent d'avoir un montage qui soit un peu plus cohérent, parce que l'objectif, c'est évidemment pas de fragiliser les dossiers. Si jamais ils ne trouvent pas de financement bancaire et pas de financement Mimosa, c'est qu'effectivement le niveau de DSCR, donc on parlait tout à l'heure de vocabulaire des financiers, c'est que le niveau de DSCR ne permet pas au projet de vivre et d'avoir un avenir, quoi. Très bien, merci. DSCR, annuité sur... non, EBE sur annuité. Ouais, le BE sur l'ensemble des... Enfin, la CAF voilà. sur l'ensemble des annuités ou le BE C'est sur ça. l'ensemble des annuités. Donc, in fine, voilà, c'est remboursement du capital en fin de durée de prêt, hein, ouais, de mémoire. Alors, il n'y a pas de question. Alors, on va passer directement à énergie partagée et puis on ouvrira un temps de questions aussi après. On pourra revenir éventuellement sur Mimosa si entre-temps des questions sont apparues. En tout cas, merci à vous. Je tiens aussi à signaler, ce n'est pas exhaustif, hein, les acteurs qu'on vous présente aujourd'hui dans les webinaires de tiers financement. On sera peut-être emmené du coup à faire des nouveaux webinaires sur le tiers financement. Il y a pas mal d'acteurs sur le tiers financement. En tout cas, merci à vous tous aujourd'hui qui avez accepté de participer. Et du coup, Suzanne, je te propose d'enchaîner. Très bien. Vous m'entendez bien et vous voyez mon écran, c'est bon? Oui. Est-ce que tu peux mettre... oui, alors on ne voit pas ta caméra. Ah, alors je peux mettre ma caméra aussi en plus. Mais sinon, on voit... Voilà. Hop. Alors, donc, énergie partagée, qu'est-ce qu'on fait et qu'est-ce qu'on finance? Moi, j'ai intitulé ça « Construire des partenariats dans la durée et une dynamique territoriale autour des projets », puisque ça fait un petit peu écho à la discussion là, qui a commencé à partir sur l'appropriation ou l'acceptabilité des projets. Le financement citoyen qu'on propose, c'est un financement qui se construit dans le temps, et où l'objectif, c'est vraiment de construire aussi une dynamique territoriale, de travailler l'appropriation du projet par le territoire aux côtés du financement. Et donc, par rapport à ce qui vient d'être présenté par Mimosa, c'est une implication plus forte dans les projets, puisque c'est de la participation au capital, donc à la gouvernance. Et il y a certains projets pour lesquels c'est un atout de pouvoir construire une plus forte robustesse grâce à ces partenariats-là. Donc là aussi, hein, c'est pas, il ne faut pas opposer les modèles. La question, c'est vraiment comment est-ce que différentes solutions peuvent venir répondre à différents besoins des projets et tous dans la filière. Ce qu'on veut juste voir, c'est de plus en plus de projets. Donc, énergie partagée, nous, on est une structure et un ensemble de structures qui existent depuis plus de 10 ans et qui ont été initiées notamment par des premiers porteurs de projets qui avaient décidé, d'énergie renouvelable, qui avaient décidé de développer eux-mêmes notamment des parcs éoliens ou des projets solaires et de réaffirmer en fait la place des citoyens dans ces projets-là. Donc là, le schéma qu'il y a sur la gauche, c'est en lien avec le schéma qui était dans les slides de Noémie. C'est vraiment de dire si on veut maximiser les retombées territoriales d'un projet d'énergie renouvelable, toutes filières confondues, et si on veut maximiser l'intérêt territorial et la prise en compte des intérêts du territoire de manière élargie dans un projet, alors on a tout intérêt à arriver à y associer des acteurs citoyens, des acteurs publics, des acteurs privés, pour avoir un projet qui soit efficace, qui soit robuste et qui réponde bien aux enjeux du territoire et qui partage ses retombées économiques.
Et évidemment, dans cette typologie-là, les agriculteurs, c'est et des citoyens et des acteurs privés, et on les considère bien comme les deux à la fois. Donc, pour accompagner le développement de ces projets-là, aujourd'hui, Énergie Partagée, c'est plusieurs structures. Il y a la tête de réseau Énergie Partagée Association, qui fédère plus de 250 adhérents qui sont des structures morales, qui sont des structures porteuses de projets, accompagnatrices, et également des réseaux régionaux. Il y a la coopérative Énergie Partagée qui, là, porte notamment les outils financiers et notamment Énergie Partagée Investissement. Donc, il y a un outil de collecte d'épargne pour ensuite aller la mettre à disposition des différents projets en financement, donc en apportant du capital et des comptes courants. Et puis, aux côtés de ces structures nationales, il y a des réseaux régionaux, donc qui sont de taille et d'historique diversifié. Donc, sur Aura2Z, c'est le réseau Oracle. Et là, ces réseaux régionaux font l'accompagnement des structures citoyennes en local et l'accompagnement aussi sur les enjeux de financement. Et puis, nos partenaires assez historiques pour certains, et en tout cas, c'est des partenariats forts qu'on noue. Localement, c'est des partenariats avec des collectivités et notamment avec des SEM. Alors, c'est souvent à la maille départementale, mais on a souvent un intérêt qui est aligné, qui est partagé entre les SEM et les citoyens qui souhaitent faire développer déjà de plus en plus de projets dans un territoire donné, et puis que ce développement des projets d'énergie renouvelable il soit maîtrisé et soit le plus harmonieux possible. Là, on a encore énormément de projets qui sont contestés, parfois pour des très bonnes raisons et parfois par défiance. Et donc là, l'objectif, c'est vraiment de lever les freins qui sont en fait de la défiance et de la méconnaissance, et donc d'arriver à faire de plus en plus de projets. Tous ces projets-là que nous, on met un peu dans le vocabulaire projet citoyen, en fait, on a une manière de les qualifier qui est à travers une boussole et qui, après, permet d'obtenir le label Énergie Partagée, donc un label reconnu par notamment l'ADEME et également relayé par le ministère. Sur en fait, un projet citoyen, c'est un projet dans lequel il y a un intérêt territorial qui est fort et qui est représenté, dans lequel la gouvernance elle est partagée avec des modalités qui sont adaptées aux enjeux, au contexte du projet. C'est un projet qui recourt alors souvent du financement bancaire classique, et il y a des banques qui sont plus ou moins mouillées dans des projets par ailleurs plus ou moins propres, mais en tout cas quand même le plus possible à de la finance éthique et citoyenne, et notamment en allant mobiliser de l'épargne des citoyens et la capacité d'investissement des collectivités. C'est aussi des projets qui sont soucieux de leur impact environnemental et qui répondent donc à un certain nombre de critères là-dessus. Et puis des projets qui s'inscrivent dans des dynamiques locales, évidemment en faisant travailler au maximum les entreprises et les capacités locales, et qui recherchent aussi la mobilisation du territoire dans le sens également de la pédagogie, la sensibilisation et donc l'adhésion du territoire au projet. Donc, sur chacune des slides, j'ai un peu mis certains liens vers notre site web pour que vous puissiez aller creuser ces aspects-là si vous le souhaitez. Et donc aujourd'hui, les projets labellisés, donc toute filière d'énergie renouvelable confondue, représentent 270 projets en France, énormément de projets solaires, mais donc également quelques projets de méthanisation que vous voyez en rouge sur la carte quand ils ne se font pas recouvrir par les autres projets. Ces projets-là représentent au total donc, 23 000 actionnaires citoyens qui ont investi soit à travers Énergie Partagée Investissement, soit à travers des structures locales qu'ils ont créées. Des collectivités aussi investissent dans ces projets. Donc là, nous, on dénombre 570 collectivités qui sont actionnaires de ces 270 projets labellisés. Et puis, Énergie Partagée Investissement, donc on va dire l'outil mutualisé de collecte d'épargne et de financement des fonds propres des projets. On n'intervient pas du tout dans tous les projets labellisés, puisque tous les projets ne le nécessitent pas et ce n'est pas nécessairement leur demande. Et là, aujourd'hui, alors les chiffres ne sont pas totalement à jour. On a plutôt engagé 24 millions d'euros, mais je n'arrivais pas à avoir la bonne répartition. Mais en tout cas, ça donne une vision en termes de montant sur la diapo le cercle de droite.
de la répartition par filière. Donc, on a investi à peu près autant en éolien et en solaire. Et puis après, le reste des énergies renouvelables sont plus faibles. Donc, la méthanisation, ça représente environ 1 million d'euros de nos investissements. Donc, aujourd'hui, ça dépend comment on compte, mais environ 4 projets. Et puis, il y en a d'autres sur lesquels on est en train de signer les investissements aujourd'hui. Mais c'est vraiment la même philosophie et la même volonté qui est portée dans tous ces projets labellisés, c'est d'avoir des projets qui renforcent les acteurs locaux et donc qui renforcent aussi les exploitations agricoles localement et d'avoir une adhésion du territoire au projet. Énergie partagée, investissement, donc c'est un des outils qui est dans la galaxie des projets citoyens et qui permet en fait de mutualiser donc de l'épargne des habitants pour aller l'investir dans les projets. Autant sur les autres filières d'énergie renouvelable, souvent les habitants créent aussi des structures locales, souvent sous forme coopérative, pour aller investir dans des projets ou en développer d'autres, que ce soit des projets de toiture solaire ou des projets de plus grande envergure, hein, des parcs solaires au sol, des parcs éoliens. Mais en méthanisation, ce qu'on observe plutôt, c'est que les habitants confient leur épargne à énergie partagée investissement, qui va ensuite l'investir dans des projets et donc jouer le rôle d'actionnaire et de représentant des habitants auprès des agriculteurs et des collectivités, parce que la méthanisation, c'est une filière qui est quand même assez technique avec des enjeux sur l'exploitation qui sont forts et donc il y a besoin d'avoir des actionnaires qui sont sachants sur cette filière-là. Parce que le montage autour du développement est complexe également et puis que évidemment ça rassure aussi les agriculteurs d'avoir un intermédiaire qui est capable aussi de porter de la pédagogie et de la sensibilisation auprès des habitants et de ne pas tout agglomérer nécessairement dans la société de projet. L'intérêt de cette mutualisation de l'épargne aussi d'un point de vue financier, donc pour les porteurs de projets, c'est bien d'avoir accès à un renforcement des fonds propres, puisqu'on investit en capital et en compte courant, de distinguer aussi les temporalités et les montants de collecte locale et de financement. C'est-à-dire que énergie partagée investissement, nous, on a à peu près, on a des citoyens aussi qui nous confient leur épargne pour, on va dire, alimenter le pot commun des projets et qui ne sont pas connectés à une dynamique locale autour d'un projet donné. Et donc, on est en capacité de financer des projets au-delà de la capacité de mobilisation locale de l'épargne, ce qui peut être important aussi, notamment dans des territoires ruraux, alors que les projets de méthanisation ont quand même des capex qui sont importants. Et de la même manière, sur la temporalité, nous, on est en capacité de décaisser au moment qui est nécessaire pour la société projet, et ce qui ne correspond pas nécessairement aux temporalités de mobilisation locale de l'épargne, et ça, ce n'est pas un problème. Suzanne, il est midi moins 5, il y a quelques personnes qui nous quittent déjà. Je m'autorise juste à lancer un sondage, j'espère que ça ne va pas trop te gêner, mais voilà. Allez-y, prenez le temps de répondre. Tu peux continuer en attendant. Ok. Hop. Et puis, dernier point aussi, souvent, ce qui est intéressant, c'est aussi cette question du label d'énergie partagée, puisqu'on le verra par la suite, mais nous, sur la méthanisation, on s'est doté d'une charte aussi spécifique. Et donc, on agit à la fois comme intermédiaire des citoyens, mais on agit également en tiers de confiance pour rassurer sur ce que va créer la méthanisation en termes d'impact, notamment dans les activités agricoles. Il peut y avoir beaucoup d'inquiétudes de la part des habitants. Et donc, autant le rôle des collectivités a été rappelé très fortement au début. Et là, de la même manière, il y a besoin d'avoir un soutien large du projet et des tiers de confiance qui sont sachants sur la filière et qui viennent rassurer les habitants et les élus sur l'ambition du projet. Donc, nous, on peut financer les projets dès le développement.
globalement, les fourchettes d'investissement, c'est entre 50 000 et 100 000 euros. En méthanisation, on prend plutôt des investissements à partir de 100 000 euros parce qu'on considère que c'est une filière sur laquelle le temps de dialogue avec les porteurs de projets et puis après la complexité des enjeux sur l'exploitation, elle est importante. Et donc, on a besoin aussi que notre prise de capital vienne rémunérer l'épargne des habitants, mais également rémunérer le temps qu'on y passe. D'où plutôt un plancher à 100 000 euros. Et pour les habitants, donc pour les citoyens, le fait de recourir à de l'épargne et des solutions d'investissement qui soient mutualisées, évidemment, ça permet de mutualiser les risques sur tous les projets. Donc, ça réduit le risque de leur mise, en fait, de leur investissement. Ça permet aussi de simplifier la souscription et la sortie, puisqu'en fait, ça ne va pas avoir d'impact pour le projet si eux ont besoin de récupérer leur épargne à un moment pour des raisons qui leur sont propres. Et ça ne viendra pas jouer sur les fonds propres de la société projet. Et puis, énergie partagée, nous, on est un mouvement qui va bien au-delà de la simple question du financement. Ça a été exposé tout à l'heure sur les dynamiques des citoyens qui créent eux-mêmes des sociétés pour développer des projets d'énergie renouvelable. On a des actions fortes sur la pédagogie, la maîtrise des consommations. Et donc, c'est aussi ça qu'on porte à travers les solutions de financement. C'est bien de s'inscrire dans une dynamique plus large et de compréhension plus large. Donc, les habitants peuvent souscrire des parts à partir de... Il y a une coquille sur mon slide, c'est 110 € maintenant les parts. Et nous, ce qu'on se donne comme objectif de rentabilité pour les épargnants, c'est 4% par an. Et donc, ce qui veut dire aussi qu'on espère une rentabilité plus importante sur les projets, puisqu'il faut qu'on puisse absorber des risques et des aléas qu'on mutualise sur toutes les filières, payer nos coûts de structure, et puis ensuite aller donc rémunérer 4% aux épargnants. Donc ça y est, à partir de maintenant, pour info, on est en retard. Il est midi. Je ne sais pas combien de diapos il te reste, Suzanne. Pas beaucoup, ça va aller. Ça marche. Allez, donc, juste un petit focus sur la méthanisation, ce qu'on apporte, et c'est vraiment important de comprendre que c'est au-delà du simple financement. Et donc, c'est aussi pour ça qu'on a ce rôle important au capital des projets et en tant que partenaire de long terme des agriculteurs. Donc, c'est de faciliter l'ouverture de projets au territoire et notamment le dialogue avec les acteurs locaux non agricoles, d'être un tiers de confiance sachant envers les habitants et les collectivités, donc notamment en lien avec notre charte, de renforcer les fonds propres de la société projet. Et évidemment, on va aussi apporter notre expérience en tant qu'actionnaire aux porteurs de projets, c'est-à-dire contribuer au travail d'actionnaire, que ce soit la relecture des contrats, le travail sur le business plan, l'appui sur le financement, le juridique, etc. Et donc, on a une charte spécifique sur la méthanisation qui explicite les critères que sont donnés, notamment tous les adhérents d'énergie partagée et donc le mouvement qu'on représente sur cette filière par rapport à des enjeux agricoles, ce qui peut être connu sur ce que la méthanisation va favoriser l'industrialisation de l'agriculture, différentes craintes. On essaye vraiment de mettre à plat tout ça, de se donner des critères objectifs et donc de rassurer sur ces enjeux-là le territoire. Donc, la collecte de l'épargne, elle se fait sur le site internet ou par un bulletin de souscription si besoin, et elle est relayée localement par les actions des porteurs de projets, par les actions du réseau régional et donc par toute la communication qui va être faite par les porteurs autour du projet. Là, je vous ai remis un peu ce graphique aussi pour bien redire qu'aujourd'hui, nous, la méthanisation, ça reste une petite partie des projets citoyens, ça le restera toujours. On ne fait pas énormément de volume sur les projets, mais par contre, c'est des projets qu'on travaille assez en profondeur avec notamment les élus et les habitants. En termes de déroulé, donc on a évidemment des phases d'interconnaissance avec les équipes, avec le porteur de projet, de bien comprendre le territoire dans lequel on s'inscrit pour après pouvoir aussi construire des stratégies de communication qui soient bien adaptées. Il y a une phase de labellisation du projet, donc on analyse le projet, ça permet vraiment de construire une compréhension mutuelle, puisqu'ensuite Énergie Partagée est un partenaire du projet sur toute la durée de vie du projet. Et puis, une fois que le projet est labellisé, soit il décide qu'il fait sa vie et il n'a pas besoin de financement d'Énergie Partagée Investissement, soit si c'est dans une logique de financement, et on travaille
évidemment sur le business plan, les statuts, les pactes d'actionnaires, les contrats pour bien construire ce partenariat dans la durée. Et puis ensuite, on décide d'investir et là, on continuera d'appuyer le projet. Ce qui est important de noter, c'est que vraiment, à chaque fois, c'est un travail en binôme entre la partie investissement, donc moi pour la méthanisation, et puis le réseau régional qui va apporter des outils et puis de l'appui sur la concertation, la communication, faciliter des échanges, appuyer ponctuellement selon les besoins du projet. Et selon aussi, nous, tout le retour d'expérience qu'on a sur la méthanisation et sur les autres filières. Donc là, sur les cas... Sur les cas tels qu'ils ont été proposés, nous, ce qui est vraiment important de redire, c'est qu'on n'a pas des solutions, on n'est pas juste une solution de financement, donc on ne peut pas resimuler un prêt comme c'est le cas de Mimosa. Ce qu'on va plutôt travailler, c'est le montant des fonds propres qu'on va apporter au projet, qui va en fait dépendre de ses besoins de financement totaux, et donc notamment des exigences bancaires. Donc là, très clairement, d'avoir un apport de 5% des agriculteurs et 5% d'aide publique à l'investissement, souvent, ça ne va pas permettre d'avoir un DSCR qui est suffisant pour les banques. Et donc, nous, on va venir apporter en fonction des exigences bancaires sur le projet qui sont assez différentes en fonction des différentes caisses régionales. Et puis, en fonction également de la répartition entre les actionnaires, c'est-à-dire que nous, on sera toujours un actionnaire minoritaire. Le portage du projet, il doit rester aux mains des agriculteurs. Donc, des montages comme ce qui a été proposé par Mimosa sur le deuxième projet, où en fait, l'apport de Mimosa de 550 000 € était plus important que l'apport des agriculteurs. C'est des choses que nous, on ne pourra pas travailler. Et il faudra peut-être aller chercher des financements d'un fonds régional ou d'un autre tiers financeur pour vraiment répartir les risques et que ce soit les agriculteurs qui restent l'actionnaire le plus important relativement. Et en termes de rentabilité, on va donc s'aligner sur un fonctionnement actionnarial, donc avoir de la rentabilité à travers les apports de compte courant et à travers la rémunération, le versement de dividendes pour rémunérer le capital. Et ce qui est important du coup pour nous, c'est de bien travailler l'intérêt agricole dans les projets. C'est-à-dire que les agriculteurs bénéficient du projet, pas uniquement à travers la rentabilité financière, mais également à travers les OPEX du projet, le rang de racine, la rémunération de leur temps de travail, etc. Et qu'il y ait une valeur qui soit justement répartie de manière juste au regard des implications des différents acteurs. Et évidemment, qu'un tiers financeur s'implique beaucoup moins que les agriculteurs qui sont présents sur le projet. Et donc ça, c'est aussi des choses qu'on travaille et ce qui permet aussi parfois en amont de faire prendre conscience aux agriculteurs du temps qui sera nécessaire pour suivre le projet, assurer les astreintes, etc. Et que chacun s'engage bien au regard de ses capacités à faire et prévoit le temps nécessaire sur le projet de méta. Allez, 2 minutes pour les 2 dernières diapos. Voilà, j'ai bientôt fini. Juste pour vous dire, donc, c'est vraiment un travail plus poussé que du financement. Donc là, on a plutôt fait un nouveau projet par an en moyenne. Là, l'exemple de Métablo Nord, c'est un des derniers. Donc, on fait les AG d'augmentation du capital ces jours-ci. Et ce qui ne nous a pas empêché donc, de travailler sur la communication du projet, donc avec un flyer, c'est surtout avec une participation d'Énergie Partagée aux réunions publiques. Et en fait, on a beaucoup travaillé à faire comprendre aussi le projet aux élus, aux côtés des agriculteurs. Donc maintenant, la commune et la collectivité investissent dans le projet et donc soutiennent le projet aux côtés des agriculteurs. Donc on a vraiment un soutien territorial qui s'est construit à travers aussi l'implication que nous, on a eue dans le projet. Et s'il y a besoin de quelques chiffres, l'exemple parfait en région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est donc Métamoli, que vous devez peut-être connaître, et dans lequel on a été impliqué dès les phases de développement, aux côtés de la collectivité, aux côtés donc à travers la SEM Soleil et aux côtés du fonds régional OSE.
Merci, merci à vous, Suzanne. Du coup, les gens ont commencé à nous quitter. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi. Moi, j'avais quand même juste. Alors, il y a peu de projets méthanisation énergie partagée. Je n'ai pas encore regardé le chat. Excusez-moi, il faut que je vois si. Mais du coup, est-ce que c'est parce que vous êtes peu sollicité, ou est-ce que parce que les projets ne rentrent pas tous ne passent pas tous, on va dire, dans le cadre de la charte? Comment ça se passe? Globalement, c'est parce que plutôt on est peu sollicité parce que la question de l'ouverture du capital à des acteurs extérieurs, c'est quand même une question très sensible dans le monde agricole. Et que c'est aussi ce qui a été dit tout à l'heure au niveau des collectivités, c'est qu'en fait, parfois les agriculteurs s'y prennent un peu tard pour créer ces partenariats-là. Et en fait, nous, on ne va pas venir juste au moment du financement coller une étiquette sur le projet. Donc, c'est plutôt du travail qui doit être anticipé aussi en amont. En gros, un peu avant le dépôt le dépôt du PC et de l'ICPE, c'est vraiment le mieux, quoi. Et après, évidemment, il y a certains projets qui sont plutôt des projets assez productivistes sur lesquels nous, on ne se positionnera pas au lieu de notre charte, mais c'est rarement ces projets-là qui ont besoin de tiers financement. D'accord, donc merci Suzanne. À retenir, donc entre 50 000 et 500 000 euros de participation d'énergie partagée en fonds propres ou quasi fonds propres aussi, je crois. C'est ça. Enfin, en tout cas, avec une implication dans la gouvernance. Oui, en capital et CCA. D'accord, et compte courant associé, donc quasi fonds propres. Je vais regarder s'il y a des questions là dans le fil de discussion. Alors, y a-t-il une raison? Donc ça, Estelle, est-ce qu'on a répondu à cette question? Y a-t-il une raison? Oui, c'est bon. Ok. Merci. Je dois aussi vous quitter. Ce n'est pas une question. Écoutez, eh bien, on n'a pas de questions, mais n'hésitez pas là, si vous en avez quelques-unes et que vous avez encore le temps de rester 2-3 minutes avec nous, c'est le moment d'avoir. Voilà, on a Mimosa, énergie partagée. Je vous laisse encore peut-être 30 secondes avant pour vous décider ou pas à participer, à poser des questions. Et sinon, on mettra fin à ce webinaire. Alors, oui, Jacques, tu veux intervenir? Oui, ce qu'on peut dire, et on le constate tous ce matin, c'est qu'il n'y a quasiment aucun projet dans notre région, sauf Métamoli, qui fait appel au financement participatif et ou citoyen. Bon, merci beaucoup à Mimosa, merci beaucoup à Énergie Partagée, parce que vraiment, ça nous ouvre l'esprit à tous dans notre région. Et vraiment, je crois qu'il faut absolument que dans tout nouveau projet aujourd'hui, peut-être ceux en cours de développement si c'est encore temps, qu'on examine très sérieusement les possibilités d'intervention de Mimosa et d'énergie partagée. Alors, je ne sais pas si on peut d'ailleurs conjuguer les deux financements sur un même projet. Je ne sais pas, mais c'est à discuter. Si, ce n'est pas la même typologie de produits financiers, donc c'est tout à fait possible. Et juste pour compléter votre propos, nous, on a intervenu indirectement sur une exploitation agricole pour financer un apport d'agriculteurs sur un projet qui est encore en phase de développement. Et j'en ai pour le moment, du coup, trois à l'étude sur la région. J'espère sortir. Et Suzanne, juste pour rebondir, vous avez actuellement là, des projets en vue sur Auvergne-Rhône-Alpes? On vous a sollicité ou pas du tout? Non, il n'y a pas de sollicitation récente. D'accord. Okay, mais n'hésitez pas. Oui, donc il faut qu'on joue notre rôle de promotion de tout ça, effectivement. Jacques, je te laisse continuer. Oui, une question de M. Barge. Est-ce ouvert aux projets non agricoles? Méthanisation non agricole, à des projets territoriaux ou privés d'ailleurs, de méthanisation non agricole. En tout cas, nous, pour Énergie Partagée, c'est ouvert à tout. Ce qui est important, c'est la dynamique citoyenne et territoriale. Après, on aura des critères environnementaux, c'est sûr. Oui. Mais oui. Ok. Donc, pour Mimosa aussi? Pour Mimosa, non. Alors, soit il faut qu'on ait quand même des associés agriculteurs dans le projet, ou alors qu'on ait des intrants agricoles. Il faut vraiment qu'on trouve le lien avec l'agriculture. Ok, très clair. D'accord. Et je pense que c'est aussi une force de Mimosa, notamment dans le financement de la méthanisation, c'est que vous connaissez très bien le monde agricole et du coup, vous proposez des outils qui sont bien adaptés. C'est logique. Effectivement, on a un courant d'échange qui est d'autant facilité avec les acteurs agricoles, du coup, les exploitants ou l'écosystème d'accompagnement. Exactement. C'est d'ailleurs ce qui nous a conduit à vous proposer
participer à ce webinaire parmi tous les autres acteurs. Vas-y, Jacques, après, on va clôturer. Tu as encore un mot ou deux? Non, c'est bon? Non, je pense que c'est bon. Vraiment, je crois qu'on est tous très heureux d'avoir entendu ces interventions parce qu'on sent vraiment qu'il y a des possibilités très intéressantes, parce qu'on sait la difficulté dans les projets de terrain pour boucler le montage bancaire, et bon, a fortiori dans le contexte actuel très, très, très difficile. Mais bon, en tout cas, maintenant qu'on vous connaît, qu'on a vos noms, contacts, téléphones, mails, je crois qu'un peu nous tous, dans notre niveau d'action, vraiment, on va avoir en tête de vous contacter, ou en tout cas d'informer les porteurs de projets de l'intérêt vraiment très, très intéressant de vous solliciter, et tôt, tôt dans le projet, vous l'avez dit, anticiper. Effectivement, on a déjà entendu le message de l'anticipation, mais OK, on le réentend, on le partage et on va y veiller très fortement dans nos conseils. Ok, merci Jacques. Eh bien, écoutez, on va terminer ce webinaire. Je crois que vous voyez mon écran. Je vous ai mis, vous aurez accès à un certain nombre de ressources intéressantes par rapport à la méthanisation. Bien sûr, en publication récente à consulter, le guide pour le financement de la méthanisation dont l'ADEME vous a parlé en début de webinaire. Je vous donne enfin un rendez-vous sur le tiers financement le 8 avril pour une intervention de 3 tiers financeurs privés, Eiffel Gaz Vert, Agri Impact et Terre Green, avec des fonds d'investissement derrière privés. Entre les deux, entre le 25 et le 8 avril, il y aura le webinaire de vendredi prochain sur l'appropriation locale des projets de méthanisation. Il est toujours temps de s'inscrire. N'hésitez pas à vous inscrire. Si vous ne trouvez plus comment vous inscrire, vous m'envoyez un mail et on verra tout ça ensemble. Vous recevrez tous les diaporamas et puis l'enregistrement du webinaire d'ici à la semaine prochaine. En attendant, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce webinaire. Je m'assure qu'il n'y a plus de questions dans le chat, et on vous souhaite tous, au nom de l'ABE 2023, l'ambition Bogaz 2023, un bon appétit et une bonne fin de journée, et allons-y aussi, un bon week-end. Merci à vous. Bonne journée. À bientôt. Merci aux participants et à nos intervenants. Au revoir.